XVIIe siècle en Angleterre est celui de l'affirmation du pouvoir du Parlement face au pouvoir royal. En un demi-siècle, le pouvoir royal est contesté, puis limité. Ce modèle anglais servira d'inspiration au XVIIIe siècle pour les colons anglais d'Amérique, ainsi que pour les Français, que ce soit durant les Lumières ou la Révolution française. Tout commence avec Charles Ier, qui est roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande de 1625 à 1649. Charles Ier est un monarque de droit divin. Il considère qu'il n'a de compte à rendre qu'à Dieu. La volonté du roi Charles Ier s'oppose à celle du Parlement. Tandis que le roi cherche à accroître ses revenus, le Parlement, quant à lui, a pour ambition de limiter les pouvoirs royaux. La politique intransigeante de Charles Ier provoque la colère des corps du royaume et des guerres civiles éclatent. En 1649, après un procès dans lequel il refusa de plaider sa cause, Charles Ier est condamné et est décapité. Son fils, Charles II, hérite du trône en 1660. Ses visées absolutistes sont contrecarrées par le Parlement qui lui impose l'habeas corpus en 1679. L'habeas corpus est un texte de droit qui protège des arrestations arbitraires. Toute personne arrêtée doit être présentée devant un juge dans les 3 jours suivant son arrestation. Le magistrat décide alors de la validité de son arrestation et le relâche s'il juge que son arrestation n'est pas justifiée. À la mort de Charles II, c'est son frère Jacques II qui monte sur le trône. Sa politique en faveur des catholiques, dans un royaume protestant, couplée avec ses ambitions absolutistes, mène les nobles anglais à réclamer son départ. En 1688, ceux-ci font appel au protestant Guillaume d'Orange, neveu de Charles II. La fuite de Charles II vers la France face à l'arrivée de l'armée de Guillaume d'Orange en Angleterre équivaut, aux yeux du Parlement, à une abdication. Le trône vacant est offert à Guillaume et son épouse Marie, qui doivent accepter pour ce faire le Bill of Rights en 1689. Le couple règne sous le nom de Guillaume III et de Marie II à partir de cette date. Le Bill of Rights définit les droits des monarques, les droits du Parlement, ainsi que les droits des sujets. Les sujets ont désormais un droit de pétition, ce qui instaure la liberté d'expression. Le roi possède le pouvoir exécutif, mais voit son pouvoir limité. Le Parlement, composé de la Chambre des Lords et de la Chambre des communes, possède le pouvoir législatif. Il doit être fréquemment réuni et doit consentir à l'impôt. De même, la suspension des lois ou l'exécution de celles-ci ne peuvent se faire qu'avec l'accord du Parlement. Le suffrage censitaire permet à 4% de la population adulte anglaise d'élire ses représentants à la Chambre des communes. L'Angleterre est désormais une monarchie parlementaire. Le philosophe français des Lumières, Voltaire, dans ses lettres anglaises publiées en 1734, ne cache pas son admiration pour l'organisation des pouvoirs en Angleterre et la limitation du pouvoir royal. La nation anglaise est la seule de la terre qui soit parvenue à régler le pouvoir des rois en leur résistant, écrit-il. Les 13 colonies anglaises d'Amérique accumulent les griefs à l'encontre de leur métropole. Tout d'abord, ils ne peuvent s'étendre à l'ouest du continent, peuplé d'Indiens. De plus, l'Angleterre limite leur liberté dans le commerce avec les puissances étrangères et leur impose de lourdes taxes. Or, les colons anglais n'ont pas accepté le principe de ces taxes, car ils n'ont pas de représentants au Parlement. Ils arguent donc de la violation de leurs droits garantis par le Bill of Rights. Les colons se rebellent et déclarent leur indépendance le 4 juillet 1776. Dans le texte de la Déclaration d'indépendance, ils y affirment l'égalité, la liberté et la recherche du bonheur comme droit inaliénable.
De même, ils proclament la légitimité de leur révolte dans la mesure où ces droits n'ont pas été respectés. Nicolas de Condorcet, un des représentants des Lumières en France, loue ce nouveau régime dans lequel les droits de l'homme sont respectés et où règne l'égalité et la liberté de la presse. La France soutient les Américains dans la guerre d'indépendance qui les oppose à leur ancienne métropole, moins dans l'optique d'approuver cette rébellion que dans le but d'affaiblir l'Angleterre. La France compte ainsi retrouver son statut de grande puissance en Europe et s'enrichir par le commerce atlantique. Les États-Unis s'organisent en tant qu'État fédéral au travers de la Constitution de 1787. La République américaine s'organise autour d'une séparation des pouvoirs ainsi qu'au travers de la participation des citoyens avec le droit de vote. Cependant, celui-ci est limité, car il n'est octroyé qu'aux hommes blancs et riches. On note aussi le maintien de l'esclavage dans les États qui le souhaitent, ainsi que de violentes guerres de conquête à l'encontre des Indiens. Le modèle anglais inspire les philosophes des Lumières. Ceux-ci multiplient les critiques envers l'organisation de la société, le pouvoir absolu de droit divin et l'Église catholique. Montesquieu veut la mise en place d'une séparation des pouvoirs, seule garante d'un pouvoir royal limité et non arbitraire. Il critique aussi l'influence et le pouvoir de l'Église catholique, qui empêcherait tout esprit critique. Rousseau et Diderot souhaitent de leur côté une souveraineté nationale au travers de représentants de la nation qui incarneraient le pouvoir législatif. En 1788, la situation financière du royaume est désastreuse. Les dépenses sont supérieures aux recettes et la France est endettée pour la moitié de ses dépenses au travers des intérêts de la dette. La guerre menée contre l'Angleterre a pesé lourd dans les finances du royaume. Un quart des dépenses est consacré aux dépenses militaires.